Bonsoir à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Générique. Alors, pour cet épisode 15, ce soir, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut. Je suis avec Sam. Salut Sam. Salut. Je suis avec Michael. Salut Michael. Bonsoir. Et ce soir, comme vous le savez depuis maintenant quelques jours, nous avons un invité de marque. Nous avons le plaisir d'accueillir Geoffrey Tréant. Salut Geoffrey. Bonsoir tout le monde. Alors Geoffrey, avant qu'on commence l'épisode à proprement parler, j'ai envie que tu répondes à la question que je t'ai posée indirectement dans l'épisode qui t'était consacré. C'était le 8, si ma mémoire est bonne. On peut le dire maintenant, c'est plus un secret, puisque tu n'habites plus à Neuchâtel. Est-ce que pendant ton premier passage à Neuchâtel, on a été voisins sans le savoir? Est-ce que tu habitais à la rue des Bathieux à Serrières? Oui, tout à fait. Alors je me suis dit effectivement je sais pas si tu as écouté cet épisode, mais je me suis dit que des Geoffrey Tréant à Neuchâtel, il devait pas y en avoir plusieurs, même deux. Donc voilà, ça me rassure, c'était bel et bien toi. Donc est-ce que tous les voisins finalement de cette maison, ils ont été un peu modèles comme moi, ils t'ont pas dérangé malgré ton statut un peu de célébrité dans la ville de Neuchâtel? Alors, l'avantage du foot en Suisse, c'est que dans la vie de tous les jours, on est plus ou moins tranquille quand même. Donc non, il y a pas eu de soucis, pas eu de dérangement inopportun. Tout allait bien. Ok, alors moi je dois aussi avouer que Geoffrey Tréant était un voisin modèle, il a pas causé de dérangement, il n'y avait pas de bruit qui venait de chez lui, donc ça tombe bien, c'était les modèles des deux côtés finalement. Ok, alors au sommaire de cet épisode 15, pardon, on est déjà au 15e. On va faire un petit débriefing des deux matchs amicaux qui ont eu lieu cette semaine. Le premier contre Getse, c'était le 10 janvier, et puis hier contre Natters le 13 janvier. Et puis ensuite, on aura toute la partie consacrée à notre invité Geoffrey Tréant. Donc, on peut passer sans autre à la première partie, débriefing des matchs amicaux, jingle. Voilà, alors cette semaine a eu lieu finalement la première partie des matchs amicaux de préparation pour la deuxième partie de saison. Et puis, on a vu deux oppositions. En fait, la première contre Getse, c'était le mercredi 10 janvier. Et puis, comme je disais avant, contre Natters, hier, le 13 janvier. Alors, pour le match du 10 janvier contre Getse, Xamcas n'a pu envoyer qu'un seul de ses représentants. Mais quel représentant? C'était Michael. Alors, Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match contre Getse? Bon, déjà, c'était l'opportunité donc de permettre à des joueurs qu'on voit plus trop ces temps de revenir sur le terrain, notamment Fabrice Nsakala pour son retour de blessure, et puis aussi quelques attaquants qui ont moins de minutes de jeu, comme Angelo Campos, Lucas Marin, le jeune Talovic qui joue avec les M19, et puis l'occasion de faire jouer cet ailier à l'essai, l'anglais Alfie Chikale. Euh, je dirais une première mi-temps, parce que toi t'es arrivé en deuxième période, tu pourras un peu plus en Ouais, discuter, mais l'opportunité c'était de faire jouer deux équipes différentes avec comme seul point commun Ashvin Balarouban, parce que lui aussi est de retour dans le jeu, est de retour en jeu. Fabrice Nsakala et Balarouban ont joué 30 minutes chacun, et puis ensuite Forte a un petit peu recomposé son équipe pour combler ses absences, mais voilà l'occasion de les faire rejouer progressivement. Deux équipes différentes de 11 différents sur ces deux périodes, et la première période on était face à un Getse qui a clairement mis une équipe type, qui revient aussi parce que la Super League commence aussi un peu plus tôt, je crois, que la Challenge League. Une équipe type avant de peut-être partir en camp, je sais pas. C'était une première mi-temps qui était positive. Je pense que Uli Forta a dû être satisfait de ce qu'il a vu, notamment dans le travail sans ballon, parce on a vu une équipe qui quand même logiquement avait beaucoup moins la balle. C'était dans un 4-4-2 assez inhabituel, hein. Il a fait ça lors des deux rencontres. Il a expliqué
qui voulait un peu tester d'autres choses et que c'était l'opportunité de créer des associations différentes entre les deux attaquants. Et ouais, une première mi-temps où Xamax s'est surtout appliqué à bien bloquer les espaces et à ce jeu-là, je dirais quand même que euh, le danger est principalement venu dans le jeu aérien pour Getse, notamment sur coup de pied arrêté. On a vu leurs joueurs, leurs grands gabarits qui se sont montrés intéressants. Givarch, dans ce genre de situation, a eu quand même du travail à faire, mais c'était une première mi-temps quand même assez solide. L'occasion de voir que les joueurs sont en forme, reviennent dans de bonnes dispositions physiques. Et puis voilà, c'est quand même ce que j'ai beaucoup retenu de cette première mi-temps. Le jeu sans ballon, c'était plus compliqué de se créer des opportunités, même s'il y en a eu deux ou trois. Je pense notamment à Alfie Chikal qui, dans un registre où il s'est d'autant plus illustré face à Naters, mais là aussi, il a sur un bon débordement à droite, un très bon centre pour Marin qui écrase un peu sa frappe et c'était finalement pas cadré. C'est un peu l'action que j'ai en tête, mais sinon, c'était quand même plus compliqué de se créer des opportunités, mais voilà, une mi-temps intéressante dans le jeu sans ballon. La deuxième mi-temps, avec les changements, Getse, eux aussi, avaient, dans un premier temps, un mix de joueurs, on va dire. Il y avait quand même, ils ont pas fait 11 changements à la mi-temps comme Xamax, mais une sorte de mix avec pas mal de leurs titulaires, mais quelques joueurs qui viennent du coup de sortie de banc pour alimenter l'équipe. Et ensuite, à partir de l'heure de jeu, c'était complètement remanié. Et dans ces dispositions-là, l'équipe a fait rentrer pas mal dans cette deuxième mi-temps, il y avait pas mal de titulaires habituels, comme chez nous, comme Fatkich, Rap, Atekame, Surdé, notamment. Et, et sur cette période-là, je pense que je peux te laisser aussi un petit peu en parler parce que celle-là, tu l'as vu, Mirko, mais on a vu quand même Xamax beaucoup plus offensif et beaucoup plus attrayant. Ouais, tout à fait. On a vu un Xamax beaucoup plus à l'aise avec le ballon dans les pieds. Getse laissait aussi plus un peu le ballon. Bah, globalement, nos hommes forts du premier tour étaient sur le terrain, donc ça a donné un peu plus de jouerie de notre côté, avec pas mal de beaux mouvements des deux côtés, hein, à gauche comme à droite. Et puis, c'est finalement assez logiquement qu'on a pris l'avantage, peut-être un petit peu plus tard que ce qu'on aurait pu espérer, mais je crois que Simone Rapp a marqué autour de la 70e minute, hein, si je me trompe pas. Je m'étais noté 60e, moi, dans mes Ouais, notes. 60e, pardon, ouais. Il n'y avait pas de chrono, on se les caillait dans ce stade, donc la notion du temps était Ah, un bien peu sûr. perdue. Donc ouais, ouverture à l'heure du jeu, puis c'est à ce moment-là, c'était totalement logique. On avait eu les plus grosses occasions de la deuxième mi-temps. Getse avait été très très peu dangereux. Donc voilà, on se dirigeait vers un succès du pensionnaire de Challenge League. Et puis finalement sur une contre-attaque, ce qui est un peu paradoxal, la contre-attaque, c'est nous qui aurions dû la planter, mais c'est Getse qui s'est créé une occasion sur un contre et puis qui a réduit le score. On va pas dire en toute fin de match, il restait encore un peu de temps à ce moment-là. Et puis le score s'est achevé sur ce match nul de un partout. Finalement assez logique puisque même s'ils ont pas scoré en première mi-temps, Getse, bah, comme tu l'as dit, ils ont été plus dominateurs. Donc sur l'ensemble des deux mi-temps, voilà. Même si dans les matchs amicaux, au final, surtout le premier de préparation, le score a peu d'importance. Mais mais voilà, en tout cas, tu avais pu recueillir, on les a pas là en audio, mais tu avais pu recueillir les propos d'Uli Forte, Michael, après le match, et puis il était assez satisfait, hein. Ouais, c'est ça. Il était aussi satisfait du travail et de l'intégration d'Alfie Chikale. Il expliquait donc à ce moment-là, et c'est ce qu'il a réexpliqué après, bah, que le club attendait samedi et ce deuxième match amical pour prendre une décision. Et puis, bah, et aussi là, il expliquait, il parlait de l'intérêt de ce 4-4-2, cette volonté, comme je disais, de mettre des duos différents, de faire des connexions un peu différentes, l'occasion d'évoluer aussi dans son système et de tester des choses. Ça pourrait être des éléments qu'on revoit durant la saison. Et puis, Balarouban expliquait, lui, qu'il était bien revenu, qu'il était de retour à 100% dans le jeu à 100% avec l'équipe aux entraînements depuis la reprise. Sans ça, avant, il faisait surtout du sans contact. Il se remettait gentiment. Et puis voilà, il expliquait qu'il avait une bonne relation avec Fabrice Nsakala qui lui parlait beaucoup et qu'il apprenait aussi beaucoup de sa carrière.
tout en ayant un discours ambitieux qui était sympa, de dire que voilà, Fabrice Nsakala a fait un très très bon début de saison, mais que lui aussi espère pouvoir jouer et faire instaurer une certaine compétition entre les deux, une certaine concurrence. En tout cas, voilà, il revient vite. Enfin, il revient pour bientôt. Il remonte gentiment avec Fabrice Nsakala d'ailleurs. Ils reprennent gentiment de l'intensité. Il y a encore 2 matchs amicaux plus 2 semaines de travail en entraînement, donc c'est assez conséquent pour revenir en forme. Et voilà, je pense que c'est plutôt positif sur ce secteur-là. Les joueurs les latéraux gauches qui ont quand même beaucoup manqué à l'équipe et qui ont forcé une adaptation complète du dispositif tant il n'y en avait plus à disposition pour l'équipe. Ouais, tout à fait. On l'entendra après hein, avec les propos de Fabrice Nsakala qui illustrent ce que tu viens de dire. Et puis donc 3 jours plus tard, le 13, donc hier, autre match de préparation, autre adversaire, autre physionomie. Après un pensionnaire de Super League, on accueille cette fois le FC Nanterre, qui est un pensionnaire de Première Ligue classique. D'après ce que j'ai vu, à peu près milieu de tableau. Donc, ils étaient eux au tout début de leur préparation d'un point de vue physique. Et donc là, on s'attendait à un match beaucoup plus dominant de la part de Neuchâtel Xamax. Et puis, ça a été le cas avec une victoire 6-1. Donc là, les 4 animateurs de Xamcast étaient présents au match. Alors on a un qui avait un rôle un petit peu différent des autres. Sam, je vais pas trop te demander comment s'est passé la physionomie du match, puisque toi, tu étais surtout concentré sur la partie photographique. Tu as pris les magnifiques photos que nous avons publiées sur nos réseaux et que tu as publiées aussi sur tes réseaux. Donc voilà, mais Alex, toi, tu étais présent aussi au match. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match de préparation? En 2 mots, comme ça. Hein. Ah bah, c'était un bon match pour faire jouer tout le monde, puis, on l'a bien géré pour l'équipe que c'était en face. Ouais, c'est ça. Oli Forte avait décidé d'utiliser un peu la même formule, c'est-à-dire globalement 2 équipes différentes en première et en deuxième mi-temps. Et puis la même chose, Fabrice Nsakala et Ashwin Balaruban ont joué une demi-heure chacun. On a Talovic qui a joué tout le match puisque Atekame a cette fois-ci été laissé complètement au repos. Et puis ça a eu pour corollaire que la demi-heure où on n'avait pas de latéral gauche, eh ben l'équipe a joué à 3 derrière. Mais sinon, même Ouais. formule. Et puis voilà, on va pas vous détailler les buteurs, les circonstances, les actions et tout ça, mais 3 buts par mi-temps, donc globalement une équipe enfin 2 équipes, les 2 équipes ont fait le job en termes de motivation, ils se sont créés de très nombreuses occasions et voilà, s'ils sont terminés au fond, c'est aussi un peu le match que tu as vu, Michael. Oui, bon voilà, l'objectif c'était de continuer dans cette logique de reprendre l'intensité, même si on voit que l'équipe est quand même dans un bon niveau physique, euh, et à peu près 2 semaines de la reprise. Et puis c'était l'opportunité de voir l'effectif dans un contexte largement plus offensif. C'est sûr Ouais. qu'avec Getse, Uli Fortes s'est beaucoup concentré, je pense, sur le travail sans ballon, comme je l'expliquais, surtout en première mi-temps. Là, c'est sûr que dans un match comme ça, tu attends d'avoir une équipe qui voilà, qui démontre un peu ce dont elle est capable, qui prend ses aises dans un dispositif qu'elle n'utilise pas, voilà, et l'opportunité aussi de mettre en avant les qualités d'Alfie Chikal qui a voulu montrer ce dont il était capable pour un match de préparation. Et Uli Fortin en parle un petit peu du coup dans l'interview, mais on a pu voir ses belles qualités techniques, sa vitesse et ses très beaux centres. Il a fourni beaucoup de très bons ballons dans la surface. Voilà un peu ce qu'on peut retenir, bien sûr, contre un adversaire d'un niveau que l'équipe ne rencontrera pas en championnat, mais c'est voilà toutes ces choses qu'on a évoquées qui représentaient l'intérêt de cette partie. Ouais, tout à fait. On a commencé par rencontrer Fabrice Nsakala. On lui a demandé un petit peu où il en était dans sa préparation. On écoute donc Fabrice Nsakala. Parce on a quand même beaucoup de matchs. Donc on a eu quand même un arrêt assez long. 20 jours, c'est quand même beaucoup pour une équipe à la trame hivernale. Mais voilà, ça permet aussi de voir d'autres possibilités, d'autres tactiques aussi, et chercher d'autres complicités, parce qu'on a aussi des joueurs qui sont à l'essai. Donc voilà, on essaie vraiment de se préparer pour la deuxième partie de saison.
Oui, justement, avec le jour à l'essai, Alfie sur le côté gauche, comment ça se passe pour vous avec un ailier différent de ceux que vous connaissez dans l'effectif là? Ouais, c'est vrai que c'est un style différent de Surdé, hein, quand même, parce que ça fait un moment qu'on a évolué ensemble, donc ça fait quand même bizarre d'avoir quelqu'un d'autre. Même à l'entraînement, quand je vais pas Surdé, ça me fait bizarre, mais voilà, on s'adapte. Je pense que comme il a quand même pas mal de douleurs, on préfère le garder pour la semaine prochaine. Mais sinon, c'est bien, c'est prometteur. On sent qu'il a envie de prouver, il est disponible et je pense qu'il s'adapte de jour en jour. Fabrice, actuellement, vous êtes à combien de pourcentage de votre niveau optimal de forme? Pourcentage, je Bon, dirais 70. Je dirais 70. Après, parce qu'il y a de la retenue et le terrain quand même est pas mal difficile. C'est des secteurs qui sont gelés, donc on a aussi peur aussi de faire des rechutes ou de glisser sur un mauvais appui. Donc on espère qu'au début de saison, ce sera différent. Le football surtout nous a manqué, c'est ce qu'on disait au vestiaire. Et je pense qu'on a aussi un calendrier qui pourrait éventuellement nous permettre de prétendre à ce top 3. Maintenant, on sait que tous les matchs sont difficiles, hein. On a vu la première partie de saison qu'on peut gagner contre le premier et perdre contre le 7e. Donc on va essayer de rester concentré et enchaîner et faire une petite série de victoires. Je pense qu'on a vu qu'il a des qualités. On a entendu donc Fabrice N'Sakala dans ses propos. On se réjouit de le revoir sur les terrains et, comme tu disais avant, Michael, dans une belle concurrence avec Ashvin Balarouban. Nous avons également eu le plaisir d'avoir Uli Forte à l'interview et on a commencé par lui demander ce qu'il avait pensé du joueur en essai Alfie Chikale. Je pense qu'on a vu qu'il a des qualités, il a certaines qualités qu'on aime bien. Il a démontré déjà contre Getse, équipe de Super League. Aujourd'hui, il a confirmé contre une équipe pas de Super League, mais de bon niveau. Et maintenant, on verra si on peut faire quelque chose. Parce que ce n'est pas très facile. Il est anglais. Et on sait que les Anglais ils sont sortis de la communauté européenne. Ça veut dire que le Brexit a changé beaucoup. Et maintenant, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Mais nous on aimerait bien le garder ici. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans son profil? On a vu qu'il avait une belle qualité de centre. Aujourd'hui, il en a fait pas mal de trucs. Le centre, mais surtout vitesse avec le ballon. Lui, il a une souplesse, une vitesse, une conduite de balle très serrée, très vite. Et ça nous a plu beaucoup. Et d'un point de vue de l'intégration au groupe, vous pensez que ça Pas de problème. Lui, il s'est déjà intégré. Il est venu seulement dans les trêves de la nationale, l'équipe nationale, et il s'est intégré déjà très bien. Parce que c'est un bon mec, c'est un type positif, il a toujours le sourire sur la figure, et ça nous fait du bien aussi. L'équipe semble déjà bien prête au niveau physique. On a l'impression qu'elle peut plus se concentrer aussi sur les aspects du jeu. C'est aussi votre avis? Oui, surtout l'équipe, comme j'ai dit déjà l'autre fois, l'équipe a travaillé très bien pendant la trêve d'hiver. Chaque joueur a reçu un plan individuel à entraîner et ils ont bien respecté le plan, je pense, parce que j'ai vu tout de suite le premier entraînement quand on a commencé le 4 janvier. J'ai vu tout de suite qu'ils étaient déjà en bonne forme. Et maintenant, ça nous donne la possibilité de vraiment nous concentrer sur le jeu, comme on a fait maintenant dans les derniers entraînements. Et ça nous donne surtout la possibilité de tout de suite commencer sur un bon niveau et faire après les derniers 20%. Parce que la trêve elle est très courte. Et c'est pour ça que c'était un absolu, un devoir pour les joueurs de revenir en bonne forme. Mais ça, ils l'ont bien fait, je te dois dire. Aujourd'hui, c'était un match différent par rapport au dernier match contre Getse, parce qu'on avait beaucoup le ballon, on savait que Nater se défendait surtout, et on devait trouver les solutions. Et je pense qu'on a bien trouvé les solutions, on a eu pas mal des occasions de but déjà au début de la partie, et c'était ça le truc. On a aussi entraîné les derniers 2 entraînements, comme on jouait contre un bloc bas,
parce que je m'attendais à ça, parce que c'est clair. Nater a fait une semaine de travail jusqu'à maintenant. Je savais qu'ils ne vont pas nous dominer. C'était nous qu'on avait beaucoup le ballon. Et là, je voulais vraiment chercher les solutions. Parce qu'il y aura Baden devant qui sera plus ou moins un même style de jeu. Ça ne veut dire pas que Baden va seulement se mettre derrière, mais on connaît Baden. Il se met dans un bon bloc, dans un bloc organisé, assez bas. Et là, il faut trouver les solutions. Et aujourd'hui, on a pas mal trouvé des solutions contre ce bloc-là. Voilà, c'était Oli Forte à l'issue de ses propos ont été recueillis à l'issue de ce match contre Naters. Voilà, je pense qu'on est gentiment au bout de cette séquence concernant les deux matchs amicaux. Et puis voilà, on se réjouit de voir l'équipe à l'œuvre mercredi prochain contre Bienne et puis samedi prochain contre Brighton Run. Une semaine, un peu moins du coup d'une semaine avant la reprise du championnat. Voilà, on peut gentiment passer à la rubrique suivante avec Geoffrey Tréant. Jingle. Voilà, on continue finalement avec notre bonne série d'invités prestigieux. Alors, on a commencé par un ancien dirigeant et actuel speaker du club, puis on a continué avec une légende du club et on enchaîne avec une deuxième légende du club en ta personne, Geoffrey Tréant. Salut Geoffrey. Salut à tout le monde. On est vraiment content de te recevoir à l'antenne de Xamcast. Tu as été demandé par certains de nos auditeurs. Et puis, on t'avait consacré déjà une rubrique joueur de légende dans l'épisode 8, comme je le disais avant. Et puis, j'espérais secrètement pouvoir un jour t'avoir à l'antenne. Et aujourd'hui, notre rêve de t'avoir à l'antenne se réalise. Et on en est vraiment très content. Donc, avant qu'on commence un petit peu avec les questions de l'interview classique, comment vas-tu, Geoffrey, en ce début d'année 2024? Alors écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous là ce soir. Et puis, tout va bien. Tout va bien en ce début d'année 2024. Je reprends les entraînements avec mon équipe la semaine prochaine. Et puis voilà, on retrouve les terrains. Chouette. Alors on va commencer gentiment cette interview. Cette interview, on l'a disséquée un peu en 3 séquences. La première, on va parler un petit peu de ton avant-carrière, avant de parler de ta carrière à proprement parler de footballeur. Puis 4 séquences du coup, ta carrière d'entraîneur, et puis ensuite quelques petites choses liées à l'actualité de Xamax et les divers, puisqu'on est quand même un podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, faut pas l'oublier. Donc, voilà, première question concernant ton avant-carrière. En fait, comment t'es venu l'envie de devenir footballeur professionnel? Ouais, je pense que comme tous les gamins qui commencent à jouer au foot, le rêve ultime, c'est de faire une carrière pro. Et puis les étapes passant, tu franchis certaines étapes, tu te rapproches un petit peu d'un certain but. Et puis au final, bah, tu signes ton premier contrat pro. Et puis après le plus dur fait que commencer. Et puis il faut travailler pour y rester, quoi. Mhm. Très naturellement, on va dire. Bah, voilà, tu décrivais avant quand t'es gamin, quand tu joues, quand toi t'étais gamin et que tu commençais à jouer au foot, qui sont les joueurs qui te faisaient rêver, Euh, tes mon idoles? idole, mon idole suprême, c'est David Trezeguet. J'avais, Ouais. que- j'avais des posters uniquement de lui dans ma chambre, je pense une quinzaine. Quand j'étais ado, j'étais supporter de Monaco. Et Mhm. puis lui, il a débuté sa carrière à Monaco et ses premiers exploits. Et puis tout de suite gagner la Coupe du Monde avec la France. Donc ça a été mon idole suprême. Et je crois que ça l'est encore aujourd'hui, même s'il joue pas. Mhm. Sam? Ouais. Alors, quand tu étais ado, est-ce que tu aurais pensé une seule seconde que ta carrière prendrait ce chemin-là? Euh, je me suis Bon, à l'époque, je me posais pas la question dans ce sens-là. C'est à la fin, quand j'ai arrêté de jouer au foot, où je me suis dit, est-ce que l'ado, si on lui avait dit qu'il allait jouer quelque temps dans le monde professionnel, il aurait été fier
de ça et la réponse c'était clair, c'était oui. Donc c'est dans l'autre sens, c'est pas en ado penser à faire en tant qu'ado penser à faire certaines choses, mais à la fin se retourner un petit peu et puis se dire ouais c'était bien quoi, c'était bien, on a fait deux trois bonnes choses. Mhm. Ouais. Dans ta carrière professionnelle, on t'a connu voilà comme milieu de couloir, hein, principalement à gauche, en tout cas à Neuch, mais aussi à droite sur d'autres occasions. Est-ce que quand tu étais junior, quand tu étais enfant, puis ado, tu as joué à d'autres postes avant de trouver un peu ce poste-là? Ou d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui t'es découvert milieu de couloir ou c'est un de tes entraîneurs qui t'a stabilisé à ce poste parce que c'est celui qui mettait mieux en valeur tes qualités? Alors moi j'ai fait toute ma formation à Carouge et je l'ai faite dans l'axe milieu axial, Ouais. plutôt comme numéro 10. Et c'est en arrivant en première équipe à Servette où là j'ai commencé à être décalé très rapidement par Jean-Michel Eby sur un côté. Et puis après c'est resté pour le reste de la carrière, mais jusqu'à 18-19 ans, je jouais un poste axial. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu justement, tu le mentionnais, hein, de ton arrivée à Étoile Carouge en 2002, t'avais tout juste 16 ans à ce moment-là. Donc toi, t'es né, t'as grandi à Annemasse. Comment ton arrivée à Carouge se fait? Alors, je suis venu encore plus tôt. 2002, T'es c'est la encore plus première tôt. équipe. Donc, quand j'avais 16 ans, je suis plutôt arrivé en 97. Quand j'avais 11 ans, en junior C. En Ah oui, junior c'était C, parce encore bien plus que, tôt. ouais. En fait, ce qui se passait, c'est que la Haute-Savoie, au niveau du football, c'était le néant. Et puis mon père m'a fait traverser la frontière qui était à 20 minutes parce qu'il y avait un meilleur football qui s'y jouait. Donc c'est de l'initiative de mon père qui m'a amené à Carouge et puis après j'ai plus quitté la Suisse quoi. Ouais, parce que, donc ouais, t'avais quoi? En 97, du coup, t'avais 11 J'avais ans. 11 ans. Ouais, 11 c'est ans, ouais. ça. Donc tu fais tout ton parcours en junior à Carouge, puis ensuite ta formation, et après, ben, je dirais assez logiquement, au vu de ton talent, tu arrives au Servette FC, quoi, le club phare du canton de Genève. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors le contexte, c'est au moment où j'arrive, moi ça faisait 4 ans que j'étais donc j'ai 19 ans, ça fait 4 ans que je suis dans la première équipe de Carouge qui est en première ligue. Et à l'époque, il n'y avait pas de première ligue comme promotion, donc la première ligue, c'était la troisième division. Et il y a la faillite en 2005, il y a la faillite de Servette avec Marc Roger. Et Mhm. là, le président de l'époque, Monsieur Vinas, il a un projet de reconstruire une équipe jeune avec quelques-uns des meilleurs talents de Genève. Et puis bah, heureusement, bah, j'étais dedans. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé en première équipe du Servette, en première ligue, en 2005. Mhm. Et puis là, on pourrait s'attendre à ce que voilà, tu gravisses les échelons et puis tu fasses une bonne partie de ta carrière au Servette FC. Alors tu restes quand même un moment. Et puis arrive, alors j'ai envie de dire heureusement pour nous, supporters de Neuchâtel Xamax, arrive ton premier passage à Neuchâtel en 2010. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de ce transfert, de cette arrivée à Neuchâtel? Comment s'est fait la prise de contact à ce moment-là? Alors, moi, j'ai eu la personne que j'ai eu qui m'a appelé au début, c'est Paul Urfer, l'ancien directeur sportif. Et puis il m'a appelé, qu'il était intéressé. Et puis moi, je songeais à passer l'étape de la Super League. Je trouvais pas d'accord pour une prolongation de contrat avec Servette. Donc je me suis déplacé à Neuch et puis j'ai rencontré Paolo Urfer à l'époque. Et puis ça s'est fait assez rapidement. Ça s'est fait assez rapidement. J'ai pas essayé de gagner du temps ou quoi pour attendre d'autres offres. C'était avant la fin de la saison. C'était déjà, je pense, au mois de mai. Et donc l'accord, il s'est fait assez vite à ce moment-là, quoi. C'était 2010, si je dis pas de Mhm. bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. C'était 2010. Et puis, ben, dès lors, ta première saison à Neuchâtel,
alors plutôt sur la fin de ta première saison et arrive ce match incroyable contre le FC Saint-Gall. On en a déjà beaucoup parlé dans notre émission. Je pense qu'à toi aussi, on en a déjà énormément parlé. Mais aujourd'hui, plus ouais, 12 ans après ce match, qu'est-ce qui te reste comme souvenir de ce match de manière globale? Ouais, il me reste tout, absolument tout. Il y a de ces matchs comme ça où tu te rappelles du début à la fin, parce qu'on le rappelle, on l'avait développé un peu ce match, mais tu commences ce match sur le banc en fait, hein, tu joues pas tout le match. Je commence sur le banc, pardon. Il y a une opération spéciale qui fait que le stade il est complètement plein. En tout cas, il y a au moins 10 000, il y a au moins 10 000 spectateurs. Et puis, c'était, on marque au bout de 30 secondes, je crois même pas. Ouais, C'est c'est ça. Nias qui marque le but. Moi, je me souviens, je regarde l'assistant et je dis aujourd'hui, ça va être fou. Mais sans savoir ce qui va se passer, mais je me souviens que je lui avais dit ça. Et puis après, le match se déroule, la première expulsion. Ouais, En Almerares. direct. Almerares, comment dire, c'était en plus on joue contre Saint-Gall, qui était un adversaire vraiment direct dans la lutte pour le maintien. Donc c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. On mène toujours 1-0 à la mi-temps, on s'accroche, etc. Deuxième mi-temps, je pars m'échauffer. Puis là, Olé Nicole qui m'appelle, qui je vais rentrer. Et puis au moment où je rentre, il y a Gelabert, il prend 2 jaunes. Pour l'arrêt de jeu Ouais. du changement, il prend 2 jaunes. Donc en fait, je devais rentrer à 10 et puis je rentre et puis on est 9 en fait. Donc là, tu te dis, mais mon Dieu, et tu regardes le chrono, tu te dis, putain, 30 minutes, ça va être long, ça va être long. Puis là, il faisait chaud, je me souviens, il faisait très chaud. Donc on défend, on défend, on défend. On a des immenses contre-attaques incroyables. Moi, j'en ai une. Nudes, il en a 2, je crois. Lopar qui fait deux arrêts fantastiques sur Nudes, etc. Et puis on marque pas, et puis on est toujours à 9, etc. Puis ce qui devait arriver arriva, quoi. À 9, tu prends le but dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, un partout. Bon, la déception, elle est grande, et puis la déception est tellement grande que Nudes, il va faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire défendre, et puis il découpe, je crois que c'était Regazzoni, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est pas un tacle, ça, c'est un coup de pied, ça. Ça, c'est une agression, c'est une agression, mais voilà, donc on se retrouve à 8. On se retrouve à 8 et puis il reste du temps. Donc là, je pense que les émotions à ce moment-là, tu sais pas trop dans quel monde t'es, quoi. Tu sais pas trop dans quel monde t'es à 8, etc. Et puis le miracle de la vie sur une, je crois que c'est Page dans un premier temps qui fait une immense faute au milieu de terrain qui est pas sifflée. Ça permet à Stéphane Bell de récupérer. Et puis moi, je sais pas ce que je fais dans le camp adverse. Et il me donne le ballon. Et puis là, à chaque fois qu'on dépassait le milieu de terrain, le stade il se levait. Donc là, le stade s'est levé. Et puis là, le terrain sec, etc. Je m'engouble. La conduite de balle, elle est pas top, mais j'ai un immense compte favorable. Et puis là, je me retrouve face à Lopar, et puis petit plat du pied sécurité dans le petit filet. Et puis alors là, par contre, là, c'est l'explosion parce que tu sais très bien 8 contre 11, l'importance du match, etc. Le monde, l'ambiance, tout le monde était chaud de par le scénario du match. Puis là, c'est le bordel, quoi. Là, c'est le C'est clair. bordel. Si Dieu avait un Et prénom puis, ce jour-là, il s'appelait Geoffrey, c'est clair pour les 10 000 personnes présentes dans le stade. Au moment où tu plantes ce goal ultra décisif pour le match, mais aussi pour la saison, corporellement, qu'est-ce que tu sens au fond de toi? Au moment où tu vois que le ballon, il est au fond, tu te relèves, et puis là, je me souviens, tu cours jusqu'au banc. Là, dans ton corps, il se passe quoi? bah là, le moment où je vois le ballon rentrer, c'est incroyable. Et puis l'envie de courir qui arrive. Mais l'envie de courir jusqu'à Yverdon, quoi. Et puis je me dis, en fait, j'allais courir vers notre banc. Et puis je me dis non, mais je peux pas aller jusque de l'autre côté parce que si je vais de l'autre côté, tout d'un coup, les autres ils peuvent engager. Tu vois, si on est dans notre camp, si Clairement, on ouais. est tous, T'as encore eu donc cette je lucidité m'arrête. à ce moment-là, jolie, Ouais, hein, ouais, parce que donc je m'arrête avant je m'arrête avant la ligne médiane.
Et puis là, en fait, il y en a pas mal qui me couraient après et d'autres qui venaient vers moi. Puis on se retrouve tous au même point, puis je m'écroule, et puis là, tout le monde sur moi. Tout le monde sur moi, et en fait, je suis en dessous et j'arrive pas à respirer. J'arrive pas à respirer, et en plus, il y a Stéphane Bell qui me prend la tête et puis qui me secoue, etc. Mais j'arrive plus à respirer. Et quand j'ai des nausées quand je me relève, en fait. Donc, Ouais, c'est ça, il y a un donc souvenir ouais, que t'es ouais, pas ouais. bien à ce Et, moment-là, c'est clair. et donc, à ce moment-là, bah, le supporter de Saint-Gall, il pète un câble, il commence à péter les sièges, à les lancer sur le terrain. Et puis bah, moi, j'en profite, je vais sur le banc, je m'allonge, etc. Mais ça va pas mieux, quoi. Ça va pas mieux, donc je ressors pour les 30 secondes, une minute qui restait, je ressors, je crois que c'est Faki qui rentre à ma place. Et puis voilà, quoi. Puis après, je suis allé revenir tranquillement dans le vestiaire. Je me souvenais plus que tu étais sorti à ce moment-là, mais je crois qu'il y a plus Ouais, beaucoup de ouais. monde qui réalisait quoi que ce soit. Nous, c'était le délire dans le stade, je me souviens. C'était, ouais. C'était du gros n'importe Oh, quoi, ce match. j'aurais même pu arrêter la carrière là-dessus, hein, tellement c'était assez incroyable comme moment, quoi. Ouais, alors on le verra un peu plus tard. Heureusement que tu n'as pas arrêté ta carrière là-dessus. Du coup, voilà. Ouais, ensuite, après ce match, très peu de temps après, tu connais donc ton unique finale de Coupe Suisse lors de la défaite de 0 face à Sion en 2011. Quels Ouais. souvenirs te reviennent en repensant à ce parcours, avec notamment 2 séances de tir au but à l'extérieur, Thun et Zurich, et des buts importants marqués tout au long de cette campagne, ainsi que cette finale qui s'est un peu jouée en tout début de match avec ce 2-0 après 6 minutes? Ouais, bah, le parcours, il a été incroyable aussi parce qu'en huitième de finale, on gagne 1-0, c'est moi qui marque. En quart de finale, on fait un partout à Thun, on gagne au péno pendant le temps réglementaire, bah, c'est moi qui marque. En demi-finale, on fait un partout à Zurich, on gagne au penalty, puis dans le temps réglementaire, bah, c'est moi qui avais aussi marqué. Donc pour moi, c'est un super souvenir. Et puis la finale, c'est un très très mauvais souvenir parce qu'on a l'impression qu'on l'a même pas joué, quoi. Après 2 minutes, tu sais qu'en face, le point fort, c'était les coups de pied arrêtés à l'époque, avec des très bons tireurs. Il y avait Crettenand comme droitier, et puis le Hollandais, je sais plus, Dinsdag comme gaucher, et puis avec des Van Schaik et des Giovannicio. Enfin, je veux dire, voilà, c'était le gros point fort. Puis après 6 minutes, bah, deux coups de pied arrêtés, et puis Ouais. voilà, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis si c'était seulement un mauvais souvenir sportif, c'est une chose, mais c'est aussi la première intervention de Boulat Chagaïev. Donc, Aussi, Ouais. ouais. donc c'était vraiment une journée de merde, quoi. C'est ça, ouais, parce qu'à ce moment-là, Boulay Tchagaïev était au début de sa présidence, mais enfin, il officiait déjà en tant que tel, et puis on n'aura jamais tous les détails de ce qui s'est passé à ce moment-là dans le vestiaire. On va pas te les demander là non plus, Geoffrey, mais c'est vrai que c'était un moment. C'est connu que c'était un moment horrible pour vous les joueurs à ce moment-là, cette finale, quoi. Il vous a traité comme de la merde apparemment. Hein. C'était vraiment. Ah, la mi-temps, c'était surréaliste. Surréaliste à la Mhm. mi-temps, incroyable. Incroyable. Mais bon, il y a prescription, donc on peut dire Ouais, puis justement vient ensuite certains donc détails, mais cette saison avec la. Ouais. non, non, je disais non, mais à la mi-temps, il était franc fou, il était franc fou. Il a agressé le gardien, puis il a insulté tout le monde. Mais Donc c'est quand la tu dis première fois, c'est le premier jour qu'on le voyait, hein. il a agressé verbalement, qui c'est qui était défendu les buts? C'était Jeff? Non, c'était Luca Ferro. Jeff. Non, non, c'était Jeff qui avait joué la finale. C'était Jeff qui avait Ouais, joué la finale. ouais, 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 ouais. Donc non, non, il avait fait une erreur sur le deuxième, je crois. Et puis il l'avait agressé, pris par le col, quoi, Ah ouais, on est comme un vraiment dans voyou. l'agression physique, quoi. Oui, 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 c'était, non, 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 c'était pas, je veux dire, ça avait rien à faire ici. Puis c'est le premier jour où on le voyait, quoi. On l'avait vu avant le match, puis là à la mi-temps, quoi. Mhm. Donc voilà, c'était spécial, une mauvaise journée. Ouais, puis sur la saison qui suit, après un début compliqué, l'équipe tournait finalement pas si mal. Quel impact avaient les frasques du propriétaire sur la vie d'équipe? Bon, alors déjà, il a quand même, enfin, le dirigeant a quand même monté une belle équipe, hein. Même si personne n'était payé, ben, l'équipe était bien, était vraiment de qualité. Elle était vraiment de qualité. Et puis au début, ça a été compliqué.
Ça a été compliqué. On avait commencé la saison avec Sonny Anderson et puis Ciccolini comme coach. Donc c'était des grands noms, hein. Je veux dire, C'est nous, clair. on avait beaucoup de respect pour Sonny Anderson, Jean-Luc Ettori, 600 matchs de Ligue 1 comme entraîneur des gardiens. Enfin bon, c'était du lourd. C'était vraiment du lourd. Et puis, bah, premier changement, on perd les 2 premiers matchs puis il vire le staff. Il y a un autre qui arrive et puis l'autre qui arrive, c'est Caparros, c'est du lourd aussi. Il a un peu construit l'Athletic Bilbao à cette époque-là, quoi. Donc c'est vraiment du lourd. Et puis ça passe pas trop avec Caparros. L'équipe, le style Caparros, ça passe pas des masses. Et puis entre Caparros et Chagayev, ça passe pas du tout non plus. Donc très rapidement, il y a de nouveau un changement de coach. Là, je sais pas combien de matchs on est, mais on est pas beaucoup plus loin que les 2 premiers. Et puis là, il y a Victor Munoz qui arrive, autre légende, ancien joueur du Barça, etc. Et puis là, ça marche parce que lui, dans son style, en fait, ça nous convenait parfaitement. On était entouré d'incertitudes, de problèmes. Et lui, il arrive et puis il avait un peu un management de papy, mais très positivement, je dis ça. Hein, c'est-à-dire qu'il aimait son groupe et puis il nous embêtait pas trop. Il voulait qu'on prenne du plaisir et puis nous, ça nous allait bien. Et puis à partir de là, on a enchaîné des bons résultats, des très très bons résultats. Jusqu'à Noël en fait, jusqu'à Noël et puis finir sur un match nul à la maison contre Bâle qui venait de sortir Manchester United de la Champions League. Donc sportivement ces 6 mois-là, moi j'en ai un très très bon souvenir, ouais. Très très bon souvenir. Ouais, il y avait cette alternance de coach, effectivement. Il y a aussi plusieurs joueurs de renom qui étaient arrivés. Je pense à David Navarro, Victor Sanchez, Javier Arizmendi, Carlo Uche. C'est des noms comme ça qui me reviennent en tête. C'était des très 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 bons joueurs qui ont aussi dû un peu s'adapter à une ligue moins compétitive. Et puis ils commençaient aussi à performer ces joueurs-là avec les anciens qui avaient gardé la confiance aussi des dirigeants. Et puis c'est vrai que on se mettait un peu à rêver d'un point de vue sportif. Alors à ce moment-là, on se doutait effectivement les supporters qu'avec Chagayev ça se passait pas super bien, mais peut-être pas au point où ça en est arrivé après. Donc ouais. Compliqué. Aussi compliqué de t'entendre dire que ouais, finalement sportivement, c'était une bonne période, mais voilà, tout l'aspect humain derrière, ben c'était pas là quoi. Ah non non non, c'était pas là du tout. Non, mais on n'était pas, c'est pas, on n'était pas payé. Les joueurs et puis aussi encore plus important, c'est tous les autres employés du club, hein, qui eux tous les mois si ça tombe pas, bah ils sont dans les problèmes quoi. Donc non, on était entouré par ça et puis voilà. Après, ben, en fait, certainement que le sportif, il est un peu secondaire, et puis qu'on était peut-être un peu plus aussi, un petit peu plus relâché sur le terrain. On était là juste pour le plaisir, et puis pour le plaisir d'être ensemble. On avait un super groupe. Ensemble, ça se passait vraiment bien, et puis ouais. Et puis voilà, on pensait quand même finir la saison, et puis que les vrais problèmes allaient arriver en fin de saison, mais ça s'est pas passé comme ça. Hmm. Ouais, Alex. Alors justement, on en vient. C'est quel a été ton sentiment au moment de la faillite quand elle a été déclarée? Alors, au moment où la faillite elle est déclarée, on sait qu'elle va être déclarée. Donc le plus dur, c'est pas à ce moment-là. Le plus dur, c'est un petit peu avant, quand on reprend la préparation. On fait 2 stages de préparation. On va une première fois en Espagne, puis après on va à Dubaï. Donc nous, les joueurs, on se dit pas qu'on va pas finir la saison, quoi. Tu vois, parce que pendant tout le mois de janvier, ben, on bosse et puis on va au show pour travailler correctement, etc. Puis c'est en arrivant à Dubaï. On était censé rester 10 jours à Dubaï. Et on arrive et le lendemain, je crois que c'était le 20 minutes ou le matin sur les applications mobiles, tu vois que la licence elle est retirée. La faillite n'est pas déclarée, mais la licence elle est retirée. Et puis nous on vient d'arriver pour 10 jours à Dubaï. Et puis là tu comprends que ah bah attends,
Là, faut trouver une porte de sortie là, parce que il y a plus de championnat, il y a plus d'équipe là qui peut jouer. Donc là, ça a été vraiment une semaine là, là, ça a été surréaliste là. Les joueurs, on s'entraînait à 10. La moitié avait des pépins ou moralement ça jouait pas. Donc on a fait même un match amical à Dubaï avec Maxime Brenet, troisième gardien qui a joué dans le champ. Ah, Ah oui. Non, non, mais c'était, ouais, j'ai jamais vu ça, personne n'avait jamais vu ça. Et puis quand on revient, bah, on se dit tous au revoir, quoi. On se dit tous au revoir. Avant que la faillite soit déclarée, ça c'est la faillite, c'était, j'ai pas le jour exact, mais c'était 2-3 jours après notre retour. Ouais, donc t'expliques donc ce besoin donc de trouver une porte de sortie, hein, juste après Ouais. cette licence retirée. Comment t'as vécu du coup cette période d'incertitude liée à l'avenir du club et donc bah à ta carrière, parce que tu sais que t'es dans une équipe qui va plus pouvoir jouer et tu l'expliquais, il faut trouver une porte de sortie. Comment t'as vécu cette incertitude? Alors moi, malgré les problèmes, moi ça a pas duré long parce que malgré les problèmes, moi je pensais vraiment qu'on allait finir la saison et puis si on finissait la saison, moi j'avais pas l'intention de bouger. Donc c'est simplement à partir du moment où on a compris que là il y avait plus de solution possible à Xamax que bah les téléphones ils ont commencé à chauffer. Je me suis mis en relation avec un agent parce que là le temps pressait et puis moi tout seul bah ça allait être compliqué. Donc je me suis mis avec un agent et puis l'agent il a fait du excellent boulot parce qu'il a bougé et puis il a trouvé du répondant du côté de Sion quoi. Donc ouais. j'étais à ce moment-là faillite. On est fin janvier, je m'estime chanceux d'être resté dans le circuit quoi, d'avoir trouvé une solution et puis de pouvoir continuer à faire mon métier quoi. Mhm. Donc à ce moment-là, ouais, tu t'engages avec Sion. Bah, on comprend, hein, c'est la première opportunité. Puis tu signes direct ou bien t'as attendu d'avoir quand même une ou deux autres opportunités, un ou deux choix avant de t'engager avec le club de Tourbillon. Non, en plus à cette époque-là, ils sont deuxième du championnat, donc sportivement, au vu de la situation, c'est une belle opportunité. Donc non, il y a pas eu d'hésitation à ce moment-là. J'avais déjà eu quelques contacts du temps de Servette avec Constantin aussi. Donc non, non, il y a pas eu d'hésitation à ce moment-là. Puis si ma mémoire est bonne, j'ai pas consulté mes stats avant l'épisode, mais vous êtes plusieurs de l'équipe à vous engager à Sion, hein. T'es pas le seul à partir là-bas. Mm. Il y a Vulnet Bacha, il y a Sébastien Butrich et puis Max Veloso. Ouais, c'est ça. Max, en tout cas, il me semblait qu'il s'était aussi engagé en même temps que toi. Donc, voilà, Christian Constantin a fait un pack. Et puis, voilà, il s'est assuré le Et service. Il s'est assuré les services de plusieurs bons joueurs en même temps. il y Du avait coup. les soldes, il a fait les soldes. Bah ouais, clairement. On aurait fait la même chose, hein, à sa place si c'est Sion qui avait coulé. On aurait pris certainement quelques joueurs de chez eux à ce moment-là. Donc là, tu fais 6 mois à Sion, tu prolonges pas, et puis ensuite rapidement, comment tu peux, parle-nous un peu de ton deuxième passage à Servette, puis ensuite tes expériences en Suisse allemande à Saint-Gall et à Rouen. Alors, je reviens à Servette parce qu'au bout de 5 mois, sportivement, ça a été compliqué. Donc, je reviens à Servette parce que après ce qu'on a vécu à Neuge, j'ai envie de rentrer à la maison, proche de la famille. Donc l'objectif principal, c'est clairement d'aller à Servette et puis j'y vais. Et puis là, à ce moment-là, le club était monté en Super League puis il y a les matchs de qualification en Coupe d'Europe et puis la saison sportivement se passe mal puisqu'à la fin on tombe en Challenge League et là à ce moment-là la question se pose de nouveau de rester, partir, etc. Et puis je décide de rester. Je décide de rester malgré quelques propositions dont une de Saint-Gall qui va jouer la Coupe d'Europe. Et puis là, je reste, et puis de nouveau, je retombe dans un circuit de problèmes internes avec la présidence, avec les dirigeants, où les choses paraissent compliquées. À la fin de la deuxième saison à Servette,
Saint-Gall revient à la charge et puis là cette fois je décide de partir en Suisse alémanique à Saint-Gall avec un coach qui me voulait déjà l'année passée, qui me veut encore cet été-là et puis là je prends les bagages et puis on part avec ma femme, on part à Saint-Gall. Et puis là on commence un périple de 3 ans en Suisse alémanique où ça a été vraiment top. En termes de qualité de vie, c'était vraiment top. Et puis en plus, faire du foot à Saint-Gall en Suisse, Mhm. c'est vraiment quelque chose de très sympa. Alors, quand Donc, ils n'arrachent pas des vraiment, sièges, les supporters saint-gallois sont vraiment exemplaires, c'est clair. à l'extérieur, je sais pas s'ils l'ont fait pendant que j'étais là-bas, mais en tout cas, à la maison, non, c'est des ambiances fantastiques. Vraiment, vraiment, c'est une autre culture du foot. Donc, moi, j'étais content de découvrir ça dans ce club-là. Mhm. Et puis finalement, comme dans toutes tes expériences avant là, tu gagnes aussi le cœur des supporters saint-gallois. On sait que tu étais très apprécié aussi là-bas, quoi. Malgré, Écoute, malgré. ouais, alors, bien sûr qu'on en a parlé, hein, de ce match, Xamax Saint-Gall quand je suis arrivé, hein, ça c'est clair, parce qu'en plus, Saïd Bené, qui était le coach, bah, il était encore coach quand je suis arrivé. Donc oui, on en a parlé. Après, après j'ai répondu et puis, et puis voilà quoi. Je veux dire, il y a pas eu de souci outre mesure. Hein. Je veux dire, c'était un fait de jeu, c'était un fait de match C'est ça. puis voilà. T'es un Donc, footballeur professionnel, un homme intègre, tu donnes tout pour le maillot que tu portes et puis voilà. Il n'y avait pas oui, d'animosité à ce niveau-là. voilà, à partir du moment où où il y a une certaine passion commune, respect commun, moi je peux mourir pour le foot. Donc non, non, ça s'est très bien passé, très très bien passé. Mhm. Puis après, donc tu pars à Haro. Ouais, Haro, donc la première année et demie à Saint-Gall, ça se passe très bien. Donc avec bonne partie avec Jeff Saibene. Ensuite, il y a eu un changement de coach avec un Allemand, avec qui pour moi ça s'est pas du tout bien passé. Donc je reste sur les 6 derniers mois où je joue très peu. Donc bah là, je retourne en Challenge League à Haro. À Haro, donc je fais une année et puis sportivement, bah c'était top. C'était top. Je marque un peu plus de 15 buts entre championnat et coupe. L'année où Zurich était en face en Challenge League et puis voilà. Par contre, j'ai 30 ans, je crois, et puis les premières questions pour la suite, elles commencent à se poser quoi. Donc à la fin de la saison, malgré un contrat qui était encore valable une année, je décide d'aller les voir pour leur dire que j'ai envie de partir quoi. Que j'ai envie de partir et puis que j'ai envie d'aller chez le concurrent. J'ai envie de retourner à Neuchâtel. À ce moment-là, au moment où tu dis ça, tu as déjà eu des contacts avec Christian Blingli et puis son staff, ou c'est venu après? À ce moment-là, moi personnellement non, Ouais. mais mon agent oui. Donc je savais que la porte elle était ouverte. Et Puis qu'ils avaient envie que je revienne et moi j'avais envie de revenir. c'est ça, il y a un projet à ce moment-là à Neuchâtel. Plusieurs anciens du club qui sont déjà des amis à toi, j'imagine, à ce moment-là, sont revenus, ont fait remonter le club. Le club est maintenant bien installé en Challenge League, une première saison remarquable, une deuxième saison encore plus remarquable. Et puis le club te fait revenir avec clairement l'ambition de jouer la promotion la saison suivante. Et puis, ben, on le sait, hein, à ce moment-là, au moment de la reprise de la saison, tu joues le match d'ouverture contre le FC Haro, toi, t'es suspendu puisque tu avais Mhm. écolté d'un carton rouge. Donc, Téléclub, aujourd'hui Blue Sport, en profite pour t'inviter sur le plateau du Mhm. direct à ce moment-là. Et là, tu sors cette phrase qui s'est gravée dans mon cœur et dans le cœur de tous les supporters samaxiens. Je voulais rejouer avec Samax avant de mourir comme footballeur. Bon là, tu sais, quand tu sors une phrase comme ça pour une communauté de supporters, Mhm. tu prends un autre statut. Tu avais déjà un statut incroyable par ton but, mais là, tu prends encore un autre statut.
Parle-nous un peu de la genèse de cette phrase. Est-ce que c'était un peu préparé? T'avais reçu un peu des questions à l'avance, comme là on le fait lors du podcast, ou bien ça t'est venu comme ça, cette phrase? Non, 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 non. Puis même si c'est préparé, je regarde vite fait qu'il n'y ait pas une ou deux questions pour entourlouper, mais sinon je lis pas les questions. Je lis pas Donc, les questions, mais non, c'était pas préparé. Mais moi, j'étais au crépuscule de ma carrière à 30 ans, et puis j'avais envie de finir dans un environnement. Je savais que ma famille et moi, on serait heureux. Et puis Neuchâtel, c'était l'endroit parfait. C'était l'endroit parfait. Moi, j'étais déjà avec ma femme lors du premier passage. Elle s'était aussi fait des amis sur Neuchâtel. Et puis moi, ouais, vraiment, pour finir ma carrière moi, c'est mon dernier, quand je vais à Xamax, je sais que c'est mon dernier contrat pro. Donc celui-là, j'ai pas envie d'aller dans un endroit comment dire, qui me correspond pas ou dans lequel j'ai pas d'attache. Donc il y avait deux solutions. C'était soit Neuchâtel, soit Servette. Et puis, bah, les contacts les plus réguliers que j'avais, c'était avec Neuch. Oui, c'était de toute façon, si Aaron me laissait pas partir, j'arrêtais le foot à 30 ans. Je continuais pas de toute façon là-bas. Donc oui, c'était vraiment, je vais à Neuch où je joue plus au foot, quoi. Je meurs comme footballeur. Et, du coup, on comprend mieux cette phrase, ouais, merci. ouais. Et justement, à ce retour à Neuchâtel, donc tu es entraîné par Michel Decastel dans une équipe qui a survolé la Challenge League cette saison, avec toi-même aussi une excellente saison d'un point de vue statistique. Comment ça s'est passé avec le coach, que ce soit un peu les éléments clés de son discours ou ses rapports humains? Comment ça se passait avec Michel Decastel et ce groupe de manière générale? Bon, avec le groupe, c'était génial parce qu'on était vraiment, on était vraiment un groupe de potes. Je connaissais pas tout le monde, mais j'en connaissais une bonne partie. Et puis avec ceux que je connaissais pas, je veux dire, la mayonnaise, elle a pris tout de suite. Et le courant, il est passé tout de suite. Puis la vie de groupe, elle était juste géniale. Et puis avec le coach, moi, il a une qualité que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il sait responsabiliser ses joueurs. Et là, il avait un groupe qui était plutôt expérimenté. Et ça, il l'a très très bien fait. C'est-à-dire que il a comment dire, il a un nez pour le foot. Il sent le foot, je pense, comme personne. Et c'est pas qu'il avait juste à faire les bons choix, mais il nous laissait de la liberté. Et ça, en tant que joueur, c'est encore plus rare aujourd'hui. Mais pour moi, comme entraîneur, c'est une qualité. Et ça, c'est une qualité qu'il avait. Il laissait de la liberté. Beaucoup de liberté sur le terrain et puis ça nous a complètement réussi puisque comme ça on a pris de la confiance et puis on a enchaîné toute l'année quoi. Ouais, et ensuite il y a eu donc cette montée en Super League. Ça a été un peu plus compliqué et Michel Decastel a fait les frais d'une longue période sans victoire. La dynamique a ensuite changé avec l'arrivée de Stéphane Anchaud, enfin Stéphane Anchaud, sa mise en place en tant qu'entraîneur principal. Il était déjà au club. Qu'est-ce qui fonctionnait plus à ce moment-là et pour le groupe dans sa dynamique? Écoute, victoire dynamique positive, pas victoire dynamique négative et une dynamique négative c'est compliqué d'en sortir. C'est compliqué d'en sortir et je pense que cet été-là on n'a pas été renforcé comme il faut. Je pense que le mercato à ce moment-là, c'est quelque chose d'important. Et il me semble qu'on a eu quatre recrues, quatre joueurs à l'essai, quoi. Donc à un moment donné, t'as besoin, tu changes de division, tu changes de catégorie, t'as besoin de renforcer. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a eu il y a eu des erreurs à ce moment-là. Non pas que les joueurs étaient mauvais, mais par rapport à ce que l'équipe avait besoin, on avait besoin de renfort. On n'avait pas besoin de joueurs en plus, mais de renfort. Et ce qui a fait que, bah, on a surfé un petit peu les deux, trois premiers matchs sur l'année passée, mais à la première difficulté, bah, on a plus su réagir. Et ça, bah, ces joueurs-là, à ce moment-là,
ils nous ont manqué parce que mentalement, nous, à un moment donné, c'est pas qu'on a lâché, mais la spirale négative, elle est dure à inverser à un moment donné. Et qualitativement, je pense vraiment que notre groupe, autant l'année d'avant pour la Challenge League, il était au top, mais autant je pense qu'il était un peu juste pour la Super League. Totalement, je crois que Christian Bingui l'a reconnu quelques années après, au moment où il a lâché la présidence à Jeff Collet, que le recrutement au moment de la promotion, il a pas été suffisant. Et s'en est suivi en tout cas une première partie de saison compliquée. Alors les renforts, ils sont venus après, quelque part, avec Mhm. le prêt de Geoffroy Sérédier, le prêt d'Afimiko Pouloulou, et puis aussi le retour en forme de Kemal Ademi, et puis aussi Et puis, l'avènement de Marcis Hoche. Marcis, Et ouais, c'est ça. Marcis, je crois qu'il est arrivé si je dis pas de bêtises, il est arrivé en cours de premier tour. ouais, Mais il il arrive est au premier arrivé tour, déjà, mais ouais, il mais a voilà. déjà un peu tard, et puis un petit peu hors de forme, si je me souviens bien. Et puis Marcis en forme, c'était un vrai défenseur de Super League, quoi. Donc tous ces joueurs-là, bah ouais, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Quand tu as des joueurs comme ça, bah après le deuxième tour, il est de meilleure qualité. C'est ça, vous partiez malheureusement d'un peu loin, mais c'était de bien meilleure qualité, c'est clair. Surtout au niveau défensif, quoi. On avait l'impression que au premier tour que l'équipe, finalement, la dynamique de Challenge League, elle continuait. Vous étiez toujours aussi bon que vous l'étiez en Challenge League. Les joueurs n'avaient pas perdu en qualité, mais en face, il y avait des équipes d'un autre calibre, quoi. On perdait très souvent face à plus fort que nous. C'était en tout cas l'impression, moi, que j'avais en tant que supporter à ce moment-là, que vous donniez tout, vous vous battiez de la première à la dernière minute, mais ça suffisait pas. Donc Ça voilà, suffisait. Alex. Non, mais ça suffisait pas. Ouais, Après, voilà. Alex. Vient ensuite un deuxième match de légende auquel tu participes. Comment abordais-tu cette double confrontation contre le FC Haro avant le match aller à Neuchâtel? Alors, avant le match aller, alors moi personnellement, je sais que moi à ce moment-là, j'arrête le foot pro l'été qui vient. On rentre à la maison. Donc le but c'est de pas finir sur c'est de finir sur un maintien, quoi. Finir sur un Ouais. maintien, et puis il y a la double confrontation qui arrive avec l'équipe de Super League qui a tout à perdre et l'équipe de Challenge League qui a tout à gagner. Et puis ben ouais, c'est compliqué à aborder. C'est compliqué à aborder dans les faits, dans les débuts de match, etc. Et puis il y a une catastrophe au match aller, quoi. Donc, mais c'est simplement c'est mental. Sur ce match-là, c'est complètement un effondrement mental avec une équipe qui joue avec la peur au ventre et puis qui plutôt que qui a peur de mourir plutôt que qui a envie de survivre en fait. Donc ouais, on a abordé ce match certainement avec de la peur. Ensuite, du coup, le sentiment après le coup de sifflet final du match aller, est-ce que c'était le pire de ta carrière? Euh, Franchement là, je sais pas. Franchement, des mauvais moments avec la faillite, avec la relégation avec Servette, j'en avais déjà connu. Donc je peux pas te dire que c'est le pire. Surtout qu'il reste un match malgré tout. Moi, je me souviens que j'étais sur le terrain, j'étais rentré en cours de match. Et quand Haro marque le quatrième, je regarde le panneau et je crois qu'il reste 20-25 minutes quand même. On est à 10. Et là, je me dis, bon, si on veut avoir une infime chance, il faut que ça reste comme ça. Et puis ça finit comme ça. Donc non, je pense pas que c'était pas le pire, mais ouais, c'est clair que c'était un des plus mauvais, ça c'est sûr. Pensais-tu à un seul moment réussir cette remontée au Brutifeld? Euh... Aujourd'hui, c'est facile de dire oui, hein. Ouais, c'est Aujourd'hui, clair. c'est facile Ouais, de dire clairement. oui, mais je pense qu'au fond, en fait, là, il y a la raison. Il y a la raison, elle dit que c'est impossible. Mais au fond, tu te dis qu'il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir, et puis là, il a été matérialisé l'espoir par Pietro. Pietro qui a envoyé un message à toute l'équipe le soir même en disant que s'ils avaient pu le faire chez nous, on pouvait le faire chez eux. Mm. Donc lui en tout cas,
Lui, il y Il y croyait, c'est croyait. pas des... Lui, Ouais, il y croyait à fond. Lui, il y on sait croyait à fond. ça c'est un fait connu. Pietro lui-même l'a dit après coup que Pietro Di Nardo, hein, donc on parle de Pietro Di Nardo, a reconnu qu'il avait été vraiment le détonateur au niveau motivationnel de toute l'équipe. Ouais. Ah, ça peut être... Non, alors, Pietro, un détonateur, non. Non. C'est un rigolo, Pietro. C'est un rigolo. Non, plus sérieusement, comment dire, ça fait du bien. C'est des paroles qui font du bien. Ouais. C'est pas le moment parce qu'il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu d'autres, hein, mais par exemple, la veille, l'entraînement le samedi pour le dimanche, avant de partir à Haro, bah, on voit que Steph, il y croit parce que la mise en place, la veille de match, elle est hyper offensive. Donc ça, je pense que ça, par contre, ça a été un signe aussi très fort de se dire on y va pas pour. Enfin, si cette fois, on prend les armes quoi. Si on meurt, ce sera avec les armes. Et puis gentiment, il y a une croyance qui s'est installée. Il nous avait passé aussi un film de la remontada de Liverpool contre le Barça, qui en avait mis 4 au Barça. Donc c'est tous ces petits éléments, que ce soit Pietro ou la vidéo, la mise en place, où tu te dis au fond, même s'il y a toujours la raison qui te dit putain, ça va être compliqué quand même. Au fond, il y a ce petit espoir. Il y a ce petit espoir. Et moi, je me souviens, il y a Nouz qui avait fait le voyage avec nous aussi, même s'il était suspendu, il était venu. Mike aussi qui était blessé, il était venu. Et puis la veille à table, avec Nouz, on se parle et puis on se disait, on est peut-être fou, mais au fond, même si c'est un film, il y a peut-être une possibilité quand même. Est-ce que tu peux nous raconter tes émotions qu'il y a eu sur ce match retour en aspect général? Alors sur ce match retour, bon déjà on commence, on est en 3-5-2. Moi je suis piston gauche, donc je suis censé attaquer et défendre. Autant de dire que j'ai pas passé mon temps à défendre sur cette première mi-temps en tout cas. Et je suis content qu'il y avait Igor Djuric derrière moi qui a bossé défensivement pour deux. Mais écoute, hein, de toute façon il n'y a pas de miracle. Hein. À un moment donné, il y en a 4 à remonter, donc faut marquer le premier. Faut marquer le premier, on marque le premier. Ok, ça marche. Deuxième, si on met le deuxième, on a fait le job parce qu'on a la moitié du match, on a fait la moitié du chemin. Et puis on marque sur coup de pied arrêté. Et puis là, tu te dis, ah, putain, tu commences à rentrer dans la tête d'Aro. Et puis en fait, eux qui avaient tout à gagner au match aller, et nous qui avions tout à perdre, bah, ça s'est inversé. Nous on a plus rien à perdre, et eux, ils ont tout à perdre. Donc là, comment dire, sur le plan mental, ça a complètement changé, je pense, à partir du premier ou du deuxième. Et puis sur corner qui suit, ben on remarque encore une fois 3-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps, et là, très très honnêtement, on revient à 3-0 à la mi-temps, je sais qu'on va le faire. Là, c'est clair. Moi, j'ai les larmes qui commencent à couler à la mi-temps parce que je sais qu'en fait, là, maintenant, on a tellement fait. On a tellement fait par rapport à ce qu'on devait faire que sur le temps qui reste, c'est sûr qu'on va le faire. Donc là, ça avait complètement changé. Et puis c'est pour ça, je pense que la deuxième mi-temps, en fait, elle est presque sur un faux rythme, en fait. C'est pas que on attendait juste le bon moment pour aller mettre le quatrième. On n'est pas parti à l'abordage parce qu'il manquait juste un but. Et puis bah, ce but-là, il est arrivé, quoi. C'était quoi, même 20 minutes de la fin, quoi. Ouais, par là, ouais. Je sais plus exactement la minute 70e de jeu, mais voilà, 20 minutes de la fin. Et puis là, comment dire, là, on rebascule dans une autre chose là. Parce que là, maintenant, on a de nouveau quelque chose à perdre. Ouais. C'est ça, Ouais. 4 Donc, partons, balle au centre. ce dernier quart d'heure et puis ces prolongations, en fait, on a rejoué de nouveau avec avec un petit peu cette peur de tout perdre de nouveau. Donc, on attendait les pénaltys parce que, par contre, là, je pense qu'on avait une force mentale pour ça qui était meilleure que celle de Harvard.
Depuis le stade pour les supporters et puis depuis ceux comme moi qui étions derrière notre télé, on a aussi eu l'impression à ce moment-là que quelque part vous avez payé Allô? l'énorme effort physique et mental que ça a nécessité de remonter 4 buts dans un Brugli-Feld qui était majoritairement pour l'équipe locale et puis que c'était presque inévitable que si vous mettiez le quatrième, que les compteurs étaient remis à 0, et que Haro allait mettre une couche Allô? et puis que vous alliez lutter pour maintenir au moins ça et aller jusqu'au péno, quoi. Ou à ce moment-là, tu te dis, ouais, non, est-ce qu'on pousse encore pour essayer de mettre le cinquième puis de les faire couler avant la fin du temps? Geoffrey? Allô? Geoffrey? Je crois qu'on a un problème Allô? technique. Oui. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, Geoffrey. Je crois qu'il y a eu Alors un petit désolé, problème ouais, technique, c'est les j'ai- aléas du direct. Donc, t'as peut-être pas entendu ma question, mais voilà, on a eu l'impression qu'il y a une baisse physique dans l'intensité aussi après le 4-0. Et puis, que voilà, vous devriez récupérer un peu de vos efforts aussi, quoi. Non, clairement, c'est mais comment dire, ça vient de beaucoup de choses. C'est que mentalement, ça nous a demandé beaucoup, ça nous a pris beaucoup d'énergie aussi mentale et qu'à un moment donné, on est juste sur les rotules, quoi. On est juste sur les Mhm. rotules, donc ouais, après on a essayé de tenir pour aller jusqu'au péno. Et cette séance de tir au but, tu te souviens un peu de ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Alors la séance, oui. Après, c'est des choses qu'on avait travaillées avant le match aller, pas avant le match retour. Mais les pénaltys, on les avait un petit peu travaillés. Puis à partir de là, à un moment donné, hein, il y a plus de tactique, hein. C'est est-ce que tu veux y aller, c'est oui ou non. Et puis tu vas marquer ou tu vas pas marquer. Et puis Lolo dans le but, c'est arrête-nous en un, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Arrête. Le fait, Ce qu'il a fait tout est-ce de que suite. c'est ça, le fait qu'il arrête le premier penalty, quand toi tu viens tirer, ainsi que les autres tireurs, Thibaut, Kemal et les autres, Max, quand tu arrives et que tu sais que tu dois pas à tout prix, enfin si tu marques pas, c'est moins grave. Ça te libère un peu ou toi t'es juste fixé sur l'objectif marqué, peu importe. Et Ah non, voilà. mais c'est le tournant de la séance. C'est Lolo, c'est le premier arrêt. C'est le premier arrêt qui fait qu'on marque les 5. Donc Mhm. non, clairement, parce qu'après justement, en fait, ouais, on a presque un joker quand on va tirer. Donc c'est pas la tension, elle est énorme, mais elle est pas au max. Donc non, Lolo sur cette séance-là, elle est pour lui celle-là. Elle est pour lui. Mhm. Et du coup, ouais, en termes d'émotion, est-ce que si tu devais garder une chose, est-ce que tu arriverais à choisir entre le fait d'avoir marqué le but victorieux à 8 contre 11 dans une rencontre décisive pour le maintien et remonter ce désavantage de 4 buts à l'extérieur en barrage avec là aussi une prestation archi décisive? Non, alors là, jamais de ma vie je choisirais. Jamais de ma vie je choisirais. Déjà contre Saint-Gall, le classement final, je sais pas si vous en souvenez, mais nous on finit huitième. Ouais, on s'en souvient. Égalité de points avec le neuvième barragiste, Bellinzone, et un point devant le dernier qui descend directement, Saint-Gall. Donc s'il y a pas ce but contre Saint-Gall, eh ben on finit dernier en fait. Donc C'est clair. non, non, à aucun moment je choisirais entre ces deux moments, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est des prestations qui les deux valent un maintien, on est d'accord de toute façon, avec des émotions incroyables. T'aurais mis le but victorieux à 11 contre 11 dans un match où vous aviez dominé, tu mettais le but à 5 minutes de la fin, c'était peut-être un peu différent, mais c'était deux contextes tellement fous en fait que à ta place personnellement, j'arriverais pas à choisir non plus, je crois. Non, je vais pas choisir, mais par contre, je vais remercier quelqu'un. Je vais Vas-y. remercier Raphaël Nozzolo, parce qu'il y a un point commun à ces deux matchs, Haro et Saint-Gall. Oui, tout à fait. C'est Non-présence. Nudes qui prend des cartons rouges. Ouais, et c'est les rouges de Noods. Alors Donc, là, on vous je pense que sans les cartons rouges de Noods, il n'y a pas ces moments-là. Donc, merci Noods.
Alors oui, on vous spoil un petit peu les choses là, à vous, auditeurs du podcast. Nous sommes en contact avec Raphaël Nuzzolo pour le faire également venir à l'antenne. Il a un agenda très pris, donc on essaye de faire au mieux pour trouver une date avec lui, mais c'est pas simple. Donc Geoffrey, on te fait la promesse, on parlera de ces cartons rouges avec Nutz quand il viendra à l'antenne. Magnifique. Et donc ouais, on a beaucoup parlé de ces deux moments clés dont on a aussi dû beaucoup de parler même tout au long de ta carrière. Qu'est-ce que ça te fait maintenant avec tu parlais du recul que tu peux prendre à la fin de ta carrière. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir pris part à autant d'événements mémorables pour les supporters du club, que ce soit Saint-Gall, le maintien à Haro ou l'énorme saison de la montée, même en y ayant joué dans une période qui n'est clairement pas la plus faste du club. Mhm. Non, mais ça crée des liens. Ça crée des liens. Et puis il y a de la Super League, donc c'est le monde pro, etc. Donc voilà, non, non, écoute, ça crée forcément des liens. Ça crée forcément des liens, et puis ça crée des souvenirs, hein. Hein, il nous reste à un moment donné, les souvenirs, c'est quand même important. C'est quand même important. Et puis à Neuch, j'en ai des beaux. Mm. Hormis ces deux moments iconiques qu'on vient d'évoquer, quels sont les autres moments que tu retiens dans ta carrière en général? Alors dans la carrière pro, il y en a beaucoup. Il y a tout ce qui est, il y a tout ce qui est première fois. Moi, ça commence avec la première équipe à Carouge quand j'avais 16 ans. Premier match, premier but. Ensuite, tu vas à Servette, même chose, premier match, premier but. On monte en Challenge League à la fin de la première saison. Ensuite, les premiers matchs de Challenge League, les matchs, les premiers buts, etc. Les victoires, certains parcours intéressants. Et puis à chaque fois, il y a eu des moments. Alors, il n'y a pas eu malheureusement, bah, il y a pas eu de titre. Mais il y a eu il y a eu plein de super moments. Et puis chaque but décisif, bah, c'est des bons moments. Chaque victoire, c'est des bons moments. Il y a eu beaucoup de choses. Après, bah, les deux plus marquants, les deux moments les plus marquants, bah oui, c'est ces deux matchs, Saint-Gall et puis Haro avec Neuchâtel. Mais il y en a eu d'autres, qui sont moins, comment dire, qui vont moins rester, mais il y en a eu d'autres. Mais ouais, non, bah, bien sûr que ces deux matchs-là, ça reste quelque chose. Mm. Est-ce que tu changerais quelque chose à ta carrière si tu pouvais? Non, 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 non. Non, non, enfin ça sert à rien de revenir sur ce qui s'est passé. Je finis, si je dis pas de bêtises, je dois avoir 333 matchs de Ligue nationale dans un pays qui a 20 clubs professionnels, dans un pays dans lequel, même si je suis français, dans un pays dans lequel j'ai été formé, où j'ai passé toutes les étapes. J'ai fait 13 ans de joueur pro. Non, je vais rien changer. Je vais rien changer, pas refaire d'autres choix, pas attendre un autre signal, pas non. Ça sert à rien quoi. Je veux dire, comme j'ai dit avant, comment dire, si on m'avait dit ça quand j'étais ado, quand j'ai signé à Carouge à 11 ans, bah tu vas faire ça, tu vas faire 333 matchs de Ligue nationale. Bah j'ai dit ok, hein, vas-y, hein, on y va. Et puis non non, je suis très content et puis très fier aussi. Très fier aussi, et puis je vais pas regarder. Il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, mais c'est pas le plus important là. Ensuite, alors, quel est le meilleur joueur avec lequel tu as pu évoluer? Alors le meilleur joueur avec lequel j'ai pu évoluer, c'est intrinsèquement, c'est Julian Esteban, que j'ai connu à Servette. Il était bon. Ouais. Il est connu à Servette et qui a signé à 20 ans, qui a signé en, mais même lui, je crois qu'il avait 19 ans et qui a signé en Ligue 1 à Rennes. Ouais. Et j'ai jamais vu ça. Lui, sans les blessures, alors c'est toujours facile de parler après, mais intrinsèquement, c'est le meilleur de loin. Il avait tout. Il avait la puissance, l'explosivité, la technique.
Le jeu de tête, il avait absolument tout. C'était un régal, vraiment un régal. Ouais, sa carrière qui a été bien pourrie par les blessures, hein, quand même, malheureusement. Ouais, Si c'est je me dommage. trompe pas. Ouais, Mm. après, bon, bah, après, il y a c'est problème aussi, peut-être autre que le football, hein, quand on change de pays aussi jeune qu'on se retrouve tout seul en Bretagne, et ben voilà, c'est des moments qui sont pas faciles à gérer aussi, même pour un jeune footballeur. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'était un sacré joueur. Ouais. Quel est l'adversaire le plus fort à qui tu as fait face? Je pense que c'était Salah, Mohamed Salah quand il était à Bâle. Je me souviens, sur 2 mètres, il m'a mis 6 mètres. Ouais, ok. Non, non, il était impressionnant. Il était pas de loin pas efficace comme il l'est maintenant, mais il était déjà impressionnant sur le terrain. Ben, on savait à ce moment-là que c'est un joueur qu'on n'allait pas voir longtemps Mm. sur les pelouses suisses, hein, c'est clair. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et donc, pour toi qui es Danemas et qui a fait donc ta formation à Carouge et ta carrière dans le football suisse, une expérience en France ou même ailleurs à l'étranger, qui sait, c'est jamais venu ou ça a jamais été envisagé? J'ai eu des touches avec des deuxièmes divisions françaises, mais à un moment donné où j'étais déjà en première division en Suisse. Donc, je me suis dit, je vais rester en première division en Suisse. Ok. Je pense qu'on peut parler un peu donc de la carrière d'entraîneur maintenant. Toi, après le barrage, t'es parti à Carouge pour une saison en Promotion League avant de devenir entraîneur assistant dans la première équipe, puis maintenant coach principal de la 2 en deuxième ligue. Comment elle s'est passée cette transition? Depuis combien de temps est-ce que tu avais cette intention de tenter l'expérience d'être entraîneur? Alors, au moment où j'arrête à Neuch, j'ai même pas forcément envie de continuer le foot. Au moment où j'arrête à Neuch, j'ai pas envie de rester dans le foot. Et puis en fait, je me suis dit bon, là il va y avoir un temps de chômage, donc autant continuer à faire quelque chose en cherchant quoi faire pour l'avenir. Et puis la solution entre deux, ça a été de revenir à Carouge pour jouer au foot. Moi, j'ai été formé là-bas, donc au final, l'idée, elle m'a plu, elle m'a beaucoup plu. Et puis je suis retourné là-bas, j'ai fait 6 mois, dans le 6 mois à aucun moment je pense à devenir entraîneur. Et puis ensuite, il y a la pause Covid. Donc je fais que 6 mois, il y a la pause Covid. Puis là, bah, tout est à l'arrêt. Et puis là, je me dis, bon, pause Covid, le meilleur du foot, en tant que joueur, il est derrière moi. J'ai pas forcément envie de reprendre après la pause Covid. Donc autant commencer quelque chose dès maintenant. Et puis quand je suis revenu à Carouge, je me suis rendu compte que les coéquipiers, ils me sollicitaient, ils me demandaient des conseils. Et puis ça a commencé à me plaire. Et puis dans la réflexion, après je me suis dit bon bah quitte à reprendre le foot après le Covid, bah autant que ce soit de l'autre côté, commencer. J'ai 33 ans, donc on va pas perdre trop de temps. Et puis on va commencer directement. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis j'ai la chance que l'entraîneur de la première équipe, quand je lui ai dit que j'arrêtais et puis que je voulais commencer les papiers pour être coach, bah il m'a dit bah écoute, est-ce que ça te dit dans un premier temps, comme premier poste de devenir mon adjoint et puis c'est comme ça que ça s'est fait quoi. Ok. Et donc ta carrière, elle s'est déroulée au haut niveau suisse dans un environnement compétitif. Est-ce que tu as déjà des ambitions particulières en tête pour ta carrière d'entraîneur ou ça, c'est comme tu l'as dit, c'est venu un peu en s'adaptant et tu te poses pas encore ce genre de questions. Non, non, alors par contre, à partir du moment où c'est venu très clairement. C'est-à-dire que là, je me suis lancé, ça fait 4 ans que je me suis lancé dans un truc où l'objectif, c'est d'être entraîneur pro. Ça, c'est clair et net. J'ai passé des diplômes. Je suis allé en France pour passer le diplôme AUFA. Aujourd'hui, j'ai le diplôme AUFA qui me permettrait déjà de faire pas mal de choses. Donc non, non, clairement, par contre, je cherchais vraiment une solution professionnelle pour l'avenir. Et quand je décide de rester dans le foot,
c'est clairement pour retrouver au minimum le niveau que j'ai connu, ça c'est clair. Comme Ok, joueur. donc de belles ambitions. Et donc Geoffrey Tréant, l'entraîneur, maintenant, il a déjà des préceptes et principes de jeu qui lui sont chers, ou est-ce que l'environnement, on va dire, d'équipe 2 en deuxième ligue oblige à plus d'adaptation et de concessions sur ta vision du foot? Écoute, après, évidemment, quand t'es coach, ça peut être en fonction de l'âge, ça peut être en fonction d'une équipe réserve, d'une première équipe. C'est clair que les contextes, tous les contextes, ils sont importants et le job d'entraîneur, il y a beaucoup d'adaptation. Donc en ce qui concerne tout ce qui est principe de jeu, etc. Ça passe aussi par des discussions à l'interne. Tu vois, nous on a un ancien Xamaxien qui est coach de la première équipe, Adrien Urcea, qui a été pendant longtemps directeur du centre de formation, quelqu'un d'une très grande compétence. Donc non, il y a pas mal d'adaptations, même si la personnalité en tant qu'entraîneur, on l'a tous. Hein, je veux dire, il y a forcément des choses que je préfère, mais je le fais dans un environnement là-bas à Carouge où pour mes premières années, c'est très bien. Je suis dans un environnement familier, donc à ce niveau-là, par contre, tout se passe bien. Maintenant, pour en revenir au principe de jeu, ça évolue et puis ça évoluera toujours. On finit jamais d'évoluer, même si on est au début, au milieu ou à la fin, c'est toujours la même chose. Donc c'est difficile de dire je suis comme ci ou je suis comme ça. Je déteste moi les coachs Ouais. qui disent à un moment donné tout le monde veut gagner. Donc c'est des mots qui auraient pas beaucoup de sens pour moi. Mhm. Moi, j'ai tenté une question un petit peu plus fantaisiste. Je me disais, si toi, en tant qu'entraîneur, tu pouvais inventer une nouvelle couleur de carton pour l'arbitre, ça serait quelle couleur et puis ça servirait à quoi ce carton? Alors une nouvelle couleur, une nouvelle couleur de carton euh, pour l'arbitre. Waouh. Je pense qu'ils en ont déjà assez. Non, peut-être. Par contre, il y a un truc, ouais, ce serait, ouais, une règle peut-être d'exclusion temporaire en fait, comme un power play au hockey. Je Ouais, pense que finalement, la couleur, on s'en fout, mais ce serait de donner un peu, au travers de cette question, je voulais chercher un peu à te tester par rapport à ta vision du foot actuel et puis de l'évolution un peu des règles et du règlement. Donc toi, tu serais favorable, peut-être que certaines fautes qui sont un peu à la limite entraînent pas une exclusion totale, mais temporaire, avec un avantage un pour l'équipe avantage, ouais, adverse pendant un certain temps. un avantage numérique, ça aurait peut-être le mérite de temps en temps de mettre un peu de dynamisme dans certains matchs. Il y en a qui n'en ont pas besoin du tout, mais d'autres qui en ont besoin. D'autres équipes, sur un fait de jeu, qui sont dans le dur, qui ressortent la tête de l'eau comme ça. Voilà. Non, non, écoute, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aime bien voir les power play au hockey, dans le foot, ça serait intéressant. Ce serait intéressant de voir ce que ça donnerait. C'est vrai on peut avoir des matchs où une équipe peut faire 10 fautes d'anti-jeu. Si c'est les bons joueurs qui prennent et qu'il n'y a pas de double jaune, ils peuvent avoir une tonne de cartons jaunes sans qu'il y ait de vraies conséquences sur le jeu. Ça serait intéressant d'avoir la possibilité de moduler la sanction. Bon, alors, avec une règle comme ça, je pense que Pietro Di Nardo aurait une moins belle carrière qu'il n'a eu, hein, du coup, mais. Écoute, Pietro, déjà les entraînements c'était un problème. Il était sournois déjà aux entraînements, donc en match C'est encore pire. ça pouvait pas être autrement quoi, vraiment. Ça nous donne envie de l'inviter. Il nous a suivis aujourd'hui sur nos réseaux, donc je crois que je vais lui envoyer un petit message pour l'inviter Ah non, à venir te répondre. Pietro, il faut absolument, je le chambre un petit peu, mais c'est vraiment c'est quelqu'un de très bien quoi, mais qu'il fallait avoir dans son équipe. Ah, valait mieux, oui, plutôt qu'en face. Effectivement, ouais. Bah écoute, on essaiera de l'inviter et puis je me permettrai de te mentionner que tu l'encourages à venir à l'antenne. Avec C'est un plaisir. peu se défendre.
Voilà, maintenant on va parler un petit peu plus de l'actualité du club et puis des questions un peu diverses. La première, t'as encore l'occasion de revenir à Neuch. Maintenant, bah, t'es parti te rétablir dans le canton de Genève, que ce soit pour les matchs ou pour revoir les anciens coéquipiers et amis. On te voit souvent à Neuchâtel. On pourrait te voir souvent à Neuchâtel, Geoffrey. Alors, sur Neuch, non, pas souvent. On est revenu avec les anciens là pour le match contre Aro justement avant la pause là. On a regardé le match ensemble avec Nudes, avec Doudin, avec Djuric, avec Gomez et Pietro et puis Lolo Walter et puis Kylian Vici aussi. Donc on a tous regardé le match. Moi je suis en contact souvent avec eux parce on a ces groupes WhatsApp qui sont hyper pratiques. Donc on est en fait on se voit pas mais on est tout le temps en contact. On est tout le temps en contact. Il y a toujours quelque chose à dire enfin, dans ces groupes-là. Surtout Nudes. Surtout nous. Surtout Nudes. Toujours un truc à dire. Donc après on prend un peu de temps pour lui expliquer qu'il se trompe, mais bon. C'est Ouh, voilà, on a déjà plein de questions à noter quand Noots viendra à l'antenne. Du coup. Maintenant, oui, on garde contact, mais non, j'ai pas tellement le temps de remonter. Et puis ben pour tout ce qui est les matchs, moi j'ai les entraînements, la semaine ils sont à 19h30, donc le vendredi notamment, pas possible de remonter voir le match. Et puis les matchs du dimanche, ben moi je joue le dimanche en deuxième ligue, donc faudra que je change de division pour revenir voir Neuchâtel. Ok, une autre question qui peut peut-être un peu fâcher. T'es plutôt ancienne ou nouvelle maladière? Toi qui as connu... Attends, t'as pas connu l'ancienne Non, maladière au foot? malheureusement, j'ai pas connu, mais écoute, je pense que j'aurais adoré l'ancienne. Je pense que j'aime beaucoup la nouvelle, mais moi, tous ces endroits qui ont un peu de, comment dire, qui ont ce charme de l'histoire, j'adore ça. Donc, je pense que j'aurais adoré l'ancienne maladie. Tu devais adorer le Bruglifeld alors pour les stades qui ont le charme de l'histoire. J'ai adoré le Bruglifeld. Ouais. Avec Aro et contre Aro, j'ai adoré le Bruglifeld. Parle-nous un peu de tes hobbies en dehors du foot. Geoffrey Tréant, il aime quoi dans la vie? Moi, j'aime bien les sports de raquettes, tennis et puis le paddle tennis. J'en ai fait du tennis, j'en ai fait beaucoup jusqu'à mes 14-15 ans. Et puis ça, c'est quelque chose qui est resté. Donc au moins une fois par semaine, je vais taper dans une balle, que ce soit au paddle ou au tennis. Mhm. Tu nous l'as dit, donc suivre en direct l'actualité du club, c'est un peu compliqué, mais à distance, regarder les résultats, les choses, tu suis encore vraiment ça, Max? Bien sûr, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Non, Maintenant, j'ai dis-moi. une autre question comme ça un petit peu plus piquante. Donc on l'a dit avant, hein, tu es entraîneur de la 2 à Carouge. La première équipe de Carouge est bien placée pour jouer la promotion. Si tu pouvais piquer 3 joueurs de l'effectif actuel de Xamax pour renforcer Étoile Carouge, tu prendrais qui? Et pourquoi? Ben, j'ai pas envie d'affaiblir Neuchâtel. On est dans un monde imaginaire, Geoffrey. Tu peux tout faire, tu peux tout prendre. Il n'y a pas d'indemnité à payer et autres. 3 joueurs que t'aimes les qualités et que t'aimerais avoir à Carouge. Ou bien Écoute, j'aime beaucoup déjà les deux jeunes sur D et puis je suis désolé par contre le nom, il faudra que je Atekame. l'entende encore un peu plus, mais Atekame. pardon? Atekame qui a signé à Tekame Young Boys. en plus c'est un jeune voix, donc Plus il est Ouais. ouais, il est pas loin. je trouve c'est des signes hyper positifs pour un club comme Neuch de comment dire d'avoir des jeunes joueurs comme ça qui brillent, c'est vraiment génial. Et puis il y en a un autre, c'est parce que j'ai joué avec lui à Haro et puis que j'adore sa mentalité de Suisse allemand. Ouais. C'est C'est Mats. Mats. Mats, ouais. Oui. C'est un soldat et moi j'adore les soldats donc je pense que j'en étais un moi-même Ouais, tout ouais à fait. non. Moi, c'est un qualificatif qui a souvent été utilisé par la presse et même les supporters pour te qualifier. Donc, ouais, tu étais un soldat, Geoffrey. En tout cas, dans ma vision du football, tu étais un soldat et c'est un compliment.
il y a Ouais, quand bah même, écoute, merci, c'est gentil. C'est il y a quand même gentil. déjà un ancien Xamaxien à Carouge avec Max Veloso. Il y a Max, ouais, il y a Max qui est venu, qui a pas encore trop joué parce qu'il est Ouais. encore un petit peu en délicatesse physiquement, mais ouais, je suis très content de le revoir un petit peu à Genève. Max, super joueur. Hmm. Maintenant, une question que j'ai posée à nos deux précédents invités, donc tu vas pas y échapper. Dans ton répertoire téléphonique, quel est le numéro de la personne la plus célèbre? Waouh. Euh, numéro de oula, bah c'est dans le foot, c'est dans le foot. Ouais. Mais alors, qui est le plus célèbre, je sais pas, franchement. Ouais, j'ai pas de, enfin, c'est pas que j'ai pas de noms qui font pas rêver, mais j'ai pas de superstar, non. J'ai pas de Ouais, c'est ça. superstar. Tu peux pas trancher. T'as plein de joueurs qui sont hyper connus dans le monde du championnat suisse et autres, Ouais, mais dans le monde c'est du foot impossible pour suisse, toi de trancher. j'ai beaucoup qui sont très connus dans le monde du foot suisse, tu vois. Donc, mais non, malheureusement j'ai pas de copain qui a brillé au Barça ou à City. Non, mince. Ouais, ok. On apprécie le fait que tu places pas certains de tes anciens coéquipiers ou adversaires au-dessus des autres, du coup. Et du coup, voilà, tout le monde est célèbre dans ton répertoire au niveau Disons du qu'à foot. Neuch, le plus célèbre que je connaisse, que j'ai dans le répertoire, c'est Noots, quoi. Ouais. À Neuch. Ok. Alors, on arrive gentiment à la fin de cette interview. Un dernier mot à adresser à nos auditeurs et à tous les supporters de Xamax, Geoffrey. Bah déjà, à vous, merci de l'invitation. Ça fait toujours, c'est toujours plaisant de reparler des choses, des bons souvenirs. Donc merci à vous. Et puis je souhaite le meilleur au club pour le futur, aux supporters, bah, de la joie dans les résultats futurs, une prochaine remontée en Super League. Et puis peut-être qu'on se reverra, quoi. Bah oui, peut-être qu'on se reverra. Peut-être que tu seras un jour sur le banc de Neuchâtel Xamax. On sait jamais. Bon, sur le banc, il y a plein de bancs à Neuchâtel, disons que la possibilité de retravailler peut-être différemment que comme joueur se présente, ben pourquoi pas? Pourquoi Ce sera pas? avec plaisir. Ouais. En tout cas, on est absolument lucide sur le fait qu'on n'aura aucune influence là-dessus. Mais par contre, ouais, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. En tout cas, Geoffrey, c'est d'avoir une carrière d'entraîneur aussi belle qu'une carrière de joueur. Et puis que voilà, tous tes rêves d'entraîneur se réalisent pour le futur. Ben, merci beaucoup à vous en tout cas. Merci à toi pour l'invitation. Alors l'épisode n'est pas encore tout à fait fini. On va apporter la conclusion. Oui, chers auditeurs, malheureusement aujourd'hui, pas de stats inutiles mais indispensables. Notre chef statisticien a d'autres choses en tête, malheureusement en ces temps. Lui qui prépare lui qui prépare son entrée sous les drapeaux, pas plus tard que demain. Ouais, voilà, on finit vite fait cette émission et c'est parti, quoi. C'est ça. Donc voilà, on te souhaite une bonne entrée en caserne de Thun. Alors pas exactement à Thun, hein, Je vais à Yasbar, ouais. voilà, c'est un charmant petit village au-dessus dans l'Oberland bernois, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, pas de stats inutiles et indispensables, mais on vous le promet, cette rubrique reviendra. Voilà. Voilà, donc après ce jingle, ça marque la fin de cet épisode. Donc merci à tous les animateurs comme d'habitude. Merci à toi Geoffrey Tréant et puis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Salut. Bye bye. Bye. Au revoir.